Venue accueillir Annie pour la réédition de son ouvrage Le Voile Noir, donc qui est une réédition aux éditions Retrouvées, qui est une maison d'édition qui fait du caractère agrandi pour un confort de lecture, avec une charte graphique soignée, ce qui permet d'offrir l'ouvrage peut-être plus facilement que si c'était un poche ou autre. Donc Annie nous a fait le plaisir de venir discuter avec nous aujourd'hui. Donc voilà, donc du coup, si vous avez quelques questions sur l'ouvrage, Le Voile Noir, si vous l'avez lu, si vous avez envie, je vais vous montrer pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc voilà, très joli ouvrage. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, on est là à votre disposition pour... Ah ben voilà. C'est pas vraiment une question directe, mais je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir pensé à avoir une édition avec des caractères assez importants. Je ne suis pas du tout non-voyante, mais ma jeunesse fait que ça m'est arrivé de refuser d'acheter un livre parce que je savais que j'allais peiner à le lire, même avec des lunettes. Enfin, je n'ai aucune infirmité particulière sauf l'âge. Et donc, je vous remercie d'avoir eu cette idée. Et bon, le voile noir n'est pas sur la table, ça m'embête. Il est... Hein, voilà. Voilà. Donc, voilà. Merci. Et la couverture, effectivement, est un petit peu différente parce qu'en chaque édition, pour les différencier, on prend une couverture différente. Une couverture différente, mais qui toujours, c'est une des photos du livre, donc du coup qui est vraiment dans l'ouvrage aussi, quoi. Donc, et cette édition en grand caractère, bien sûr que quand on a besoin de lunettes ou pas, qu'on en ait besoin ou pas, on les enlèvera pas, quoi, mais au moins ça permet de pas trop froncer les sourcils, de pas... donc voilà, donc ça c'est quand même... moi j'avoue que... Et pour ceux qui lisent beaucoup le soir dans leur livre, voilà. L'autre jour je pestais contre un livre d'un de mes amis d'ailleurs, de Jean-Philippe, qui a écrit le dernier ouvrage sur les animaux avec moi. Et il a un très beau livre et c'est en assez petit caractère. En plus, ils ont mis un caractère gris clair. Ah oui, c'est ça. Voilà, pour que ce soit pas trop fatigant à lire. Du caractère. Un jour, j'ai dit mais pourquoi du gris au lieu du noir? On m'a dit non, c'est moins fatigant à lire. Alors quand c'est petit et gris clair en plus, je veux dire, c'est pas évident. Voilà. Donc voilà, sinon vous connaissez peut-être le sujet, l'objet de l'ouvrage d'Annie, Le Voile Noir. Moi, je crois que quand il est sorti, moi, Oui. 50 ans. Ah non, ça fait... Oh non, il y en a eu d'autres. J'ai une bonne référence, c'est 26 ans et demi, presque 27. C'est vrai que t'as pas 27. Pendant que j'étais la première saison des Familles Formidables. Oui. Alors je vais le raconter parce que c'est tellement énorme. Donc j'étais en train de finir ce livre, oui, dans un état moral assez... parce que je m'étais quand même ramenée au matin de la mort de mes parents, donc je pleurais, je pleurais comme on saigne, comme on dit, je ne pouvais pas, ça venait comme ça, alors je rentrais, je me cachais un peu, en pleine rue, n'importe où, et donc j'avais quand même des effets émotionnels assez gros, et j'avais dit à mon agent, il faut que tu me trouves une comédie pour m'alléger, voilà. Et vers le mois d'août, elle me dit, écoute, il se trouve qu'il te tombe dessus, là, c'était pas prévu du tout, tu voulais une comédie, il y en a 3. 3 fois 1h30. Ah, ben, j'y sais bien, ça va faire une bouffée d'air. Elle me dit, ça commence tout de suite. J'ai dit, ah non. Non, là, je peux pas parce que j'ai promis de rendre mon texte le 15 septembre, parce qu'il y a un gros travail avec les photos de mise en page et tout. J'ai promis que je suis dans les dernières pages. Et elle me dit, oh, t'as de la chance, ça commence le 16. Ça ne s'arrête pas là, puisque je déjeune avec le metteur en scène que je ne connaissais pas du tout, pour apprendre à se connaître un peu, Joël Santoni, et qu'il me dit qu'il n'a jamais fait de comédie, qu'il a fait que des choses lourdes et graves, comme film, etc. Et au bout de 4-5 phrases, on découvre qu'on est orphelins de père et de mère, tous les deux au même âge. Alors là, moi qui ne crois pas tellement au ciel, j'ai dit, là, trop bien organisé, là, c'est pas possible. Là, il y a quand même... on ne peut pas faire autrement que de penser à une intervention quelconque. Une organisation comme ça assez fine. Et en fait,
le livre s'est fabriqué en même temps que nous tournions la première saison des Familles Formidables. Et c'est sorti en même temps. Ce qui a été quelque chose d'assez extraordinaire pour moi, et c'est vrai que ça a changé beaucoup, disons, mon image au public. L'image qui était restée encore un peu, un éléphant ça trompe, tout ça, la danseuse n'arrangeant rien, effectivement, sur le côté un peu hiératique comme ça, et du coup les gens ont eu une version chaleureuse et amusante de ça, et le livre en même temps. Voilà. Donc il y a eu, j'arrive pas à penser que c'est un hasard, c'est pas possible. Donc voilà, on a tourné, c'était il y a 27 ans, voilà, que ça se fabriquait, disons. Ouais, sorti il y a 26 ans. Vous avez reçu beaucoup de courriers après? Alors j'ai reçu énormément de courriers qui étaient... je disais, je ne savais pas exactement ce que j'avais fait en écrivant ce livre. Je savais que je voulais traduire un cri muet en mots. Et je voulais que ce soit beau. Je ne voulais pas que ce soit moche, parce que la souffrance est moche. Donc je voulais que ce soit esthétiquement beau. Et en même temps dire, comme un pansement qu'on soulève, un pansement où pendant 30 ans on n'a pas guéri, on soulève le pansement, on dit voilà c'est ça, ça fait ça, c'est ça, il y a ça, voilà. Jusqu'au jour où je me suis dit, je crois que j'ai gratté tous les coins. Là je pense que tout est dedans, puis là on sait qu'on a fini, quoi. Mais donc je ne savais pas trop, quand je l'ai lancé dans le monde comme ça, la première chose que j'ai eue, c'est que mon éditeur au Seuil pensait que je ne ferais pas la promotion. Et je me suis servi en fait de la promotion. La première radio que j'ai faite, honnêtement, je ne savais pas si j'allais pouvoir sortir un son. Et puis je me suis aperçue que ça sortait. Et que du coup, après l'écriture, je suis passée à la parole en fait par les émissions de télé, de radio, de tout ça. Je me suis aperçue que je pouvais en parler et ça a commencé à assouplir un peu la chose. Et les lettres sont arrivées. Et là, je dois dire que je peux appeler ça comme ça, au sens propre, comme au sens figuré, je prenais mon paquet. Une fois par semaine, j'avais un paquet du Seuil qui arrivait, je prenais mon paquet, quoi, parce que là-dedans, il y avait dont cette première lettre que je connais par cœur. Annie, je viens de finir votre livre, je suis très inquiète pour vous. Après un tel effort, vous devez ressentir un grand soulagement, c'est légitime, mais méfiez-vous, vous n'avez fait qu'un pas. Prenez grand soin de vous. Je me suis dit, oh la vache, ça va pas être un courrier de fans. Et là, effectivement, ont commencé à m'arriver des lettres qui m'ont bouleversée, que je prenais presque une demi-journée pour absorber tout ça, jusqu'à ce que j'ai cette lettre d'une anesthésiste. Encore un hasard. Il y a quelqu'un qui a été très important dans ma vie, que j'appelle l'ami à la fin du Voile Noir, et qui a été mon complice en deuil. La personne dont j'ai développé un jour, puisque je faisais de la photo, le négatif de ses parents morts en camp, dont il n'avait qu'un négatif, c'est moi qui lui ai développé. Donc c'était quelqu'un avec lequel, Maurice Chevitte, avec lequel j'avais une énorme complicité là-dessus. Et c'est une amie de Maurice Chevitte, anesthésiste, qui lui a dit, est-ce que tu crois que je peux lui poster cette lettre? Et Maurice, je ne l'avais pas vu depuis 6 mois, encore. J'ai tenté de l'appeler au moment même où il était en train de poster la lettre. 6 mois quand c'était pas... Après, il m'a dit, c'est curieux, tu as essayé de m'appeler et je te postais cette lettre. Et elle m'apprenait, cette anesthésiste, une chose à laquelle j'avais jamais pensé, que j'étais asphyxiée moi-même. Et que c'est pour ça que je ne m'étais pas réveillée. Et je sais que quand j'ai reçu cette lettre, j'étais assise dans un fauteuil chez moi, j'ai pris un coup, je me suis retrouvée par terre en fait. Je ne sais pas comment ça se fait, comme si je prenais un coup en pleine poitrine, je suis tombée, je ne sais pas comment, de ce fauteuil, je me suis retrouvée par terre, donc j'ai pris une déflagration en pleine face, quoi. Et ont suivi 4-5 lettres de médecins qui m'ont expliqué en fait ce qui s'était passé le matin. Et c'était tout à fait extraordinaire parce que les lettres m'arrivaient dans l'ordre. Comme si, sans se connaître, ces gens avaient lu la lettre précédente et ils continuaient un raisonnement.
dont un monsieur, effectivement, qui me disait, il passait par-dessus, pour lui c'était déjà clair que j'avais été asphyxiée en même temps que mes parents, voilà. Et il me disait, mais vous allez chercher vos parents dehors, c'est ridicule. Vous n'avez pas la force d'ouvrir la porte de la salle de bain, vous allez chercher vos parents dehors, vous savez très bien qu'ils n'y sont pas. Donc vous avez besoin de respirer. Vous respirez, curieusement, vous remontez, vous avez la force d'ouvrir la porte. Donc ils m'ont tous fait Sherlock Holmes. Comme ça, Vous étiez intoxiqué en fait. voilà, jusqu'à une dame bouleversante qui m'a dit, j'ai été asphyxiée moi-même, j'en ai échappé de justesse, et je sais que votre mère s'est appuyée contre la porte, parce qu'on est conscient jusqu'au bout. Et elle ne voulait pas que vous rentriez, voilà. Donc ça a été, je veux dire, mais ce que je disais tout à l'heure, mes lecteurs m'ont changé la vie. C'est rare, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs qui peuvent en dire autant. En tout cas, c'était une aventure humaine absolument incroyable, ce livre, quoi. Et qui continue. Oui, qui continue. Est-ce que vous avez continué à correspondre avec certains Je suis restée, lecteurs oui, je suis restée assez amie, mais ils n'habitent pas forcément à Paris, Ouais. donc avec une ou deux personnes comme ça. Mm. Et puis effectivement, il y a eu, j'ai choisi 100 lettres. Alors je vous écris, la moitié ou les trois quarts des droits, je ne sais plus, vont à SOS Village d'enfants. Parce que quand même, c'est un livre que j'ai quand même écrit avec mes lecteurs, donc je ne vais pas prendre tous les droits. Puis c'était une bonne occasion de faire quelque chose pour les enfants aussi. Et ce livre-là, on a fait une exposition à Beaubourg des photos de mon père, effectivement après, et on a invité tous les gens qui avaient écrit une lettre, effectivement, à qui j'avais demandé l'autorisation de la publier. Et c'était formidablement émouvant parce que les gens me disaient, alors je suis la page 93. Moi je suis la page 52. Ça crée des échanges. Ouais. Non, je suis très très fière d'avoir écrit ce livre, évidemment, c'est sûr. Et je disais en plus, les gens, parce que je ne pouvais pas répondre à tout le monde, donc j'ai eu l'idée de ce livre après pour leur dire qu'est-ce qu'ils avaient déclenché chez moi. Je disais, généralement, quand même, enfin généralement, je sais pas, mais ce genre de douleur épouvantable, de traumatisme comme ça, on est très isolé. On est, je disais, comme une espèce de princesse dans sa tour, comme ça, isolée avec sa douleur unique. Ouais. Elle est unique, ce qu'on a vécu est absolument dramatiquement unique. Et je dis, vous m'avez ramené dans le sort commun. Et ça, c'est quelque chose quand même. Parce qu'elle est difficile à partager, cette douleur. De toute Elle est très façon. difficile. Donc, votre sœur était petite. Puis c'est vrai que ça prend un temps fou, ce genre. C'est encore après que j'ai découvert à quel point c'était difficile de se tirer de ces histoires, parce qu'en fait, le regret, la douleur qu'on a autour de ça, devient en fait la personnalisation des gens qu'on a perdus. Et je pense que c'est au fin du fin le plus dur dans le deuil, c'est que si on perd la douleur, si on perd le regret, on a une autre fois la sensation de les abandonner, de les perdre encore une fois. C'est devenu une personnification, je disais, c'est un regret enquisté, et c'est vrai que ça devient eux, quoi. Y compris puisque j'ai eu des tas de signes comme ça, dont on se dit que ça doit exister, des protections, c'est sûr, je le pense vraiment. Des protections, une manière d'être conduite comme ça, de manière obscure dans la vie. Ça, j'ai parlé de ça dans le livre que j'ai écrit, Le rêve de ma mère, effectivement, où j'ai eu vraiment des preuves de ça. Et alors, arrêter de regretter, c'est une manière de les lâcher. Voilà. Il y a des gens qui Et je sais qu'à la fin du Voile Noir, j'ai écrit cette peur-là de dire mais si j'arrête de vous regretter, vous allez me lâcher. Ouais, voilà. Donc là, vous avez l'impression. Voilà. Donc on les culpabilise. Oui, voilà, c'est ça. Culpabilise un peu. Comme ça. Et c'est vrai que je pense que le plus dur, ce serait ça, quoi. De les laisser. Voilà. Je suis grande maintenant dans le grand monde sans vous. Allez-y. C'est très difficile. Oui, pardon, de vous couper, ce sont les projets, c'est peut-être aussi l'assurance de se dire qu'il y a des gens qui veillent sur vous ou qui vous aident à avancer aussi. Donc, oui, je pense que voilà, je pense en fait, finalement, j'ai réussi à traduire ce qui m'avait apporté.
pour que ça m'apporte réellement quelque chose et que je puisse continuer. En parlant de système scolaire, c'est vrai qu'il y a je travaille quelquefois par mail avec des professeurs qui font étudier le livre en troisième ou en première littéraire. Et il y a 3 fois que me revient une question, à chaque fois que moi qui suis partie effectivement en quatrième, bon, j'ai première en français, puis on apprend des choses après. Il y a une question qui revient des élèves, comment est-ce que vous avez pu écrire des livres étant parti en quatrième? Et je me dis, c'est quand même, enfin c'est une question étonnante, et non, parce qu'ils ont tellement dans la tête que s'ils font pas bac plus 5, ils sont voilà, rien. Ils sont pas capables d'écrire des livres. C'est très, alors c'est formidable les études, je ne vais pas dire que c'est pas, mais c'est, on peut aussi apprendre des choses par soi-même et avoir des dons qu'on développe, et puis hors cela, quoi. Donc à chaque fois je dis mais c'est formidable, continuez vos études, mais sachez qu'à côté de ça, vous pouvez aussi faire des choses, et puis on peut être nul en tout le reste et premier en français par exemple. On peut, voilà. Alors j'étais choquée justement aussi plusieurs années plus tard où j'avais commencé à pas mal de projets, donc histoire géo, je détestais ça en cours, et il a fallu que j'arrête les cours pour me faire des essais, que je m'intéresse à la généalogie. Oui. Et comme je m'intéressais au cinéma depuis longtemps, du coup la généalogie arrive. Ma grand-mère maternelle me dit ça m'intéresse, tiens voilà un bouquin, c'est basé sur une histoire vraie, il y a plus le bouquin existait avant le cinéma, et en le lisant j'ai l'impression de le voir à l'écran, je voulais faire une adaptation, donc j'ai commencé à travailler là-dessus, mais je sais pas pourquoi, vous me venez de ce côté-là, je voulais un côté très strict, donc j'ai commencé à étudier l'histoire de Paris pour savoir comment était Paris à l'époque de cette dame, enfin plein de choses comme ça, et tout d'un coup j'ai trouvé ça passionnant. Puis à un moment, c'était au tout début d'Internet qui était un peu long à arriver, enfin les pages étaient longues à se mettre en place. Et du coup, j'ai dit, en fait, c'est l'histoire que je suis en train de faire, et je découvrais que je faisais l'histoire autrement. Et c'est un peu la base du projet aussi. Et du coup, voilà. Et un jour, j'ai commencé à essayer d'en parler à mon entourage, qui était un peu une erreur au final. Et entre autres, d'un moment, mon frère, qui était lui dans les dernières années de ses études, et à un moment, il me dit « Ah, mais si tu veux, moi je sais comment s'organiser pour écrire un mémoire, etc. Si tu veux, je peux t'aider, etc. » Je lui dis c'est gentil, merci, mais je me dis pas tout. Oui, excuse-moi, s'il vous plaît, madame, intéressant, mais on peut peut-être demander si vous avez des questions sur l'ouvrage et donc sur l'histoire du voile noir et sur le parcours scolaire, on peut y aller aussi. Non, mais donc n'hésitez pas. Je n'ai pas trop de questions, moi c'est ma mère qui me l'a offert à la sortie. Donc j'avais pas beaucoup de goût à la vie comme voilà, difficile. Ma mère elle a perdu ses parents à 18 mois de différence. Et vous savez, je pense que vous avez fait ça avec vos enfants, d'offrir un livre, je te raconte un truc en te l'offrant. Et qu'est-ce que je peux dire? J'aurais bien aimé pour ma mère pleurer ses parents. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Et là encore, vous parlez, j'ai l'impression de l'entendre. C'est très difficile, il faut être très fort pour se laisser pleurer en fait. Oui, mais en fait, j'ai reconnu ce qu'elle m'a raconté, j'ai reconnu plein de trucs d'elle dans le livre, ou un truc, et je lui dis, je vais voir un du Perret, tu sais, elle commence un peu à faire. Elle dit, je me souviens de quelque chose, c'est qu'elle a passé un examen et elle s'est un peu servie de son drame. Ah oui, oui. Elle me dit, moi aussi je l'avais fait. Bah oui, sans vergogne. Ils nous doivent bien ça. Hein. Ah oui, c'était pour entrer aux Beaux-Arts. C'est pour entrer aux Beaux-Arts, j'avais besoin du BEPC à l'époque, c'était ça, voilà. Voilà, et puis comme les mathématiques, c'était terrible. Terrible. Donc j'ai jamais su faire une division de ma vie. Non mais je raconte ça dans Le rêve de ma mère, qui est peut-être depuis Le voile noir mon livre le plus perso en fait, sur le parcours comme ça. Et effectivement, quand j'ai eu des enfants, j'ai été terrorisée de les emmener à l'école. J'avais été tellement malheureuse là-dedans que j'ai d'ailleurs failli vomir le jour où j'ai acheté le premier cartable, bien sûr. C'est un traumatisme. Mais terrible, quoi. Et je lisais, évidemment, je me suis dit, bon, alors, voyons, surtout qu'ils n'attrapent pas mon malheur scolaire comme un sale virus, quoi. Donc lisons, et je vois chez Dolto un livre au titre qui a sonné à mes oreilles de manière éclatante, L'échec scolaire.
je lis l'échec scolaire et je trouve dans les pages de l'échec scolaire, tout à coup, une phrase où elle disait, elle a inventé un mot d'ailleurs à l'occasion, parce qu'elle disait le principe de la division chez les enfants dont la famille a été explosée pour une raison ou une autre, le principe de la division est inintégrable. Et quelques 20 ans après, j'ai fait « Oh C'était ça. Si ça se trouve, c'est ça !» Ou alors je viens de lire la meilleure excuse. Oui, voilà, c'est ça, pour du pas fait faire de que division. En jamais fait. pu avoir fait une division, même un chiffre, c'était impossible, quoi. D'ailleurs, la division, on se dit, c'est pas grave, ça sert à rien. À part monter de classe. Quelques Bon. recettes de cuisine. Mais non, même pas. Ça sert absolument à rien. On additionne, on multiplie, on soustrait, à la limite, on ne divise jamais rien. Donc. Et je vois les chats du hasard, je me souviens, vous êtes souvenu d'un chat, Oui. et en cherchant dans votre mémoire, et vous avez trouvé un souvenir de votre Alors mère. ça, c'est le seul souvenir qui m'est revenu, effectivement, c'était assez miraculeux. En écrivant Les chats de hasard, j'ai pensé aux chats de ma petite enfance dont j'ai aucun souvenir. Et effectivement, bon, je raconte ça. Alors ce qui était très curieux, je ne sais même pas ce qui s'est passé en fait. Puisque j'étais réveillée le matin, j'étais assise dans mon lit, je ne saurais pas décrire, j'ai eu un film intérieur. C'est-à-dire que les yeux ouverts, j'ai vu très carrément, comme un film. Alors je ne sais pas ce que c'est ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un film qui passe devant les yeux. Voilà, je voyais un chat et qui partait sous un porche et tout à coup je me suis dit ah mais c'était un des vieux porches de mon quartier qui a été détruit ça. Et puis il y en avait un autre plus loin, je reconnaissais la rue. Et en fait j'ai fait le tour de mon quartier d'enfance qui a été détruit, quartier Martinville à Rouen, qui était un vieux quartier du XIIIe siècle comme ça. J'ai fait en gros tout un chemin comme ça. J'ai vu certaines parties de ma maison d'enfance. Et je sais que même mentalement, par exemple, j'ai vu un chat sur une fenêtre et j'ai vu un jardin derrière où ma grand-mère plantait des trucs, où il y avait un poulailler. Et qu'en revoyant ça, je me disais, ah oui, c'est vrai. Ah oui, le poulailler était là, était comme ça. Ah, je pensais, le mur était comme ça. Je le voyais et je voulais mentalement me retourner pour voir la pièce et je n'avais pas le choix. C'est-à-dire, je ne pouvais pas faire la caméra qui fait le contre-champ. J'avais pas le choix des images, mais quand même, pendant à peu près, je dirais un quart d'heure, 20 minutes, je me suis baladée dans mon quartier d'enfance comme dans un vaisseau fantôme. Absolument. Comme dans un vaisseau fantôme. Et ça, c'est les chats. Le fait de penser aux chats, j'ai eu cette vision-là, puis hop, ça s'est arrêté. Bon, fini. Et aucun humain, un décor vide. Vraiment un vaisseau fantôme. Mais c'est le seul souvenir, quelque part, je ne peux même pas appeler ça un souvenir, c'est le décor. Voilà. Un décor m'a été rendu de ce quartier. On parlait aussi de votre difficulté à devenir mère, l'idée de devenir Ah oui, mère. oui. Ben oui, c'est sûr que... Bon, c'est personnel et en même temps j'ai dit tellement de choses personnelles. Non, je l'ai dit, c'est vrai que j'avais une terreur d'avoir des enfants. C'était renouer la... Pour moi, j'étais cette famille, comme ça, c'était hop, une chaîne séparée, j'étais un maillon isolé. Et renouer la chaîne, c'était l'horreur, quoi. C'était tout renouer avec le danger de perte, avec l'attachement, avec enfin tout ce que dont je me gardais, quoi, finalement. S'exposer un petit peu. Oui, complètement. Donc c'était et c'est Bernard Giraudot qui a eu, je dois dire, un mot magnifique. Je sais encore où je l'ai pris ce mot, qu'à de le dire pris, avalé, comme ça. Je me rappelle où on était et j'avais encore piqué une crise parce que je voulais pas d'enfant et tout. Et il m'a dit le refus de l'enfant à ce point-là, c'est une forme de suicide. Et j'ai reconnu mais immédiatement la justesse totale du mot. Suicide pour moi, suicide de la lignée, voilà, c'était ça. Et puis voilà, quand on aime les mots, hein, le mot a travaillé, puis 6 mois après j'étais enceinte. Ça a fonctionné. J'étais enceinte. Mais après, c'est un autre problème. Après, c'est effectivement comment faire quand on n'a aucun souvenir des parents, aucun souvenir justement d'une mère,
on ne sait pas trop, on invente. Alors c'est vrai que mes enfants sont tout à fait d'accord avec ça. J'ai souvent dit, je regardais autour de moi comment elles étaient, les autres, quoi. Et je les trouvais lourdes. Oh là là. Généralement, je trouvais les mères lourdes. Et je disais, je crois que j'ai essayé d'être la mère la plus légère possible. En fait, j'ai fait comme celle qui m'a élevée, quoi, ma tante. J'ai été à la fois une mère tutrice, quelque part. Je disais sur Encore le rêve de ma mère, décidément. Celui-là, c'est mon petit livre où j'ai fait un chapitre sur ma tante qui m'a élevée, qui était un personnage formidable, qui n'a pas été très, très tendre avec moi. Jamais, je ne me souviens pas d'un câlin avec ma tante. Elle avait parfaitement compris qu'il était hors de question qu'elle remplace ma mère. Mais elle avait beaucoup mieux à faire, parce que c'était une enfant sacrifiée, une fille sacrifiée. Alors elle a été très douée pour les études, elle voulait devenir professeure, et comme ça arrivait souvent dans les familles très modestes dont ma grand-mère était, ma grand-mère a élevé quand même 3 fois veuve, une famille très gaie. 3 fois veuve, elle élevait 3 enfants toute seule. Donc la fille a été sortie à 11 ans de l'école pour servir au bistrot, pour que les 2 frères fassent des études. Et ma tante a gardé ça, mais jusqu'à la fin de ses jours, de ce rêve d'avoir été professeur ou J'ai beaucoup parlé de ça avec Annie Ernaux. Donc vous connaissez peut-être les livres. Parce que les parents d'Annie tenaient un bistrot à Yvetot, ma grand-mère aussi, à la même époque. Et Annie, en fait, a eu, contrairement à ma tante, la chance d'être fille unique. Et en fait, Annie a fait ce que ma tante aurait rêvé de faire. Absolument. Et donc, comme ma tante a hérité de moi, j'ai été sa revanche totale, quoi. J'ai été sa revanche. Je me rappelle d'un jour où elle a dit très fermement, celle-là fera ce pourquoi elle est douée. Donc, j'étais douée en peinture, en dessin, j'avais les papiers, les crayons, les machins, inscrite aux Beaux-Arts à 11 ans et demi. Le soir, au cours du soir, au cours de danse, enfin, c'était toutes les cartes en main, toutes les cartes en main. Et en fait, j'ai ce souvenir-là, et c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. En fait, très observatrice, un peu de loin, comme ça, sur ce qui leur plaisait, tout ça, et toutes les cartes en main, mais c'est toi qui joues, et je te préviens, tu peux en plus gâcher le jeu. Donc, c'est ton affaire. Voilà. Et donc effectivement, ils avaient envie de prendre un cours de C, ils l'avaient, c'était voilà. Mais à eux après de faire le chemin, et ils m'ont dit effectivement, tu as été une mère très légère, à tel point que je pense que vers l'adolescence, ils ont pu penser que je m'en foutais un peu, parce que j'intervenais très peu, Alors un jour ils m'ont dit, mais tu sais que tu étais là comme ça, tu nous observais de loin, mais tu sais qu'on a quand même fait des conneries. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui, et ma fille m'a dit notamment, oui, on avait fumé des pétards. Je dis non, attends, parce que je disais, j'ai eu de la chance, j'ai eu des mômes qui ont fait aucune connerie. Il dit, si, on en a fait. Je dis, non, mais attends, entendons-nous, je vous parle de vraies conneries, c'est-à-dire d'accidents, de se retrouver au poste, enfin vraiment des trucs qui comptent, quoi. Pas fumer un pétard dans les chiottes. Ça, c'est rien. Vous êtes une bonne grand-mère. Assez, oui, un peu pareil que assez peu protectrice, nourricière, très nourricière, observatrice, voilà, un peu comme ça. Alors je terrifie les jeunes enfants. Oui, jusqu'à 3 ans, ils ont très peur de moi parce que effectivement, je les observe et il me semble que je donne pas le code tout de suite, quoi. Vous avez des petites filles? J'ai 6 petites filles. Oula. Ah oui, famille femelle. Ouais. Dynastie, Je cherche désespérément qui a écrit un texte que j'ai lu. Je me demande si c'est pas Marcel Aimé qui a écrit un texte sur le sexe des familles. En disant qu'il existe indubitablement des familles mâles et des familles femelles. Et donc là, clairement, ça a basculé. Clairement, famille femelle des 2 côtés. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que... Non? Si ce n'est pas trop en dehors du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots de votre œuvre
SOS Village d'enfants. Ah oui, oui, oui. Bah, SOS Village Parce que là, d'enfants, justement, ce sont des enfants, Oui. vous avez probablement mis en place une structure familiale pour eux. mais moi, c'est pas moi je m'en occupe pas des SOS Village d'enfants. Ils sont venus. SOS Village d'enfants existe depuis la guerre. Ça a été, j'ai appris à prononcer son nom. Ça a été créé par un Autrichien qui s'appelait Hermann Gmeiner. Hein Hermann Gmeiner, bonjour. Et il avait créé ça en Autriche pour les orphelins de guerre. Et il s'appelle Scotto, je crois, le monsieur qui a amené ça en France tout de suite après la guerre. Il a dit ça c'est formidable. Et dont la vocation première était effectivement de ne en aucun cas séparer les frères et sœurs. Et dans des villages. Voilà. Et c'était le principe premier. Et effectivement, il y a actuellement, je pense, 16 villages en France qui recueillent des enfants qui sont placés par la DAS. Hein, évidemment, c'est en concertation avec les services sociaux. Et effectivement, c'était pas encore tout à fait la mode des marrainages comme ça. Ils sont venus me trouver après avoir lu Le Voile Noir. Quand ils avaient lu que j'avais été séparée de ma sœur et que c'était le pire qui nous soit arrivé certainement après la mort des parents, ils m'ont dit, est-ce que vous seriez une marraine? Bah, je dis, oui, là, c'est clairement évident que, de par mon histoire, je sais que c'est une catastrophe quoi, de séparer les frères et sœurs. Donc, alors c'est dans la loi maintenant, il n'y a pas longtemps, mais il y a une petite phrase qui change tout, c'est ne pas séparer les frères et sœurs dans la mesure du possible. Et de fait, c'est rarement possible. Surtout quand il y en a 4 ou 5. Donc, dans ce cas-là, il ne reste que les villages d'enfants. Voilà. Et alors, je vais pas dans les villages, moi. Je vais pas dans les villages parce que j'ai été 1 ou 2 fois et je me suis aperçue que j'avais pas assez grandi pour ça. Quand je vois vraiment, parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment marqués, souvent c'est de la maltraitance maintenant. Je sais il y a un an, je crois, on m'a dit qu'ils avaient recueilli une fratrie comme ça, de gosses qui n'avaient jamais mangé, sauf peut-être ils étaient assez petits, ils n'avaient jamais mangé avec une cuillère ou quelque chose comme ça. Ils mangeaient avec leurs doigts, même une botte de ils sortaient de là. Et moi je sais que j'ai vu des visages et des regards d'enfants qui me laissent, j'ai pas, donc je me sens, si j'y vais, je me sens remarquablement inutile. Et donc vaut mieux que je fasse cette marraine médiatique pour dire qu'effectivement c'est bien. En plus le rôle de la mère SOS est génial. Parce que souvent ce sont des enfants qui ont des parents. Voilà. Donc un peu comme ma tante, je disais tout à l'heure, qui ne s'est pas arrogé le droit de remplacer ma mère, il y a la subtile distance qui fait que je m'occupe de toi, je me donne toute la tendresse que tu veux, etc. Et tout, je suis là pour tout. Mais si les petits veulent appeler maman, ils appellent, sinon non. Sinon c'est à la fois un métier et un sacerdoce. C'est les deux. C'est une femme, j'ai des femmes, quelquefois un couple, plus rarement, qui prennent, souvent ils ont élevé leurs enfants eux, puis hop, ils viennent élever des fratries comme ça, ce qui est, je trouve, absolument magnifique, quoi. De consacrer sa vie à des enfants qui ne sont pas les siens et qu'on va aider à grandir comme ça. Mais effectivement, il y a cette petite distance. Je ne m'arrange pas le droit de remplacer. Et ça, c'est très bien, je pense. Question au fond. Question au fond. Au fond. On va vous proposer de poursuivre les conversations autour d'un verre, si vous voulez, et si vous avez envie de faire dédicacer. Et si vous voulez vous faire dédicacer un ouvrage, c'est le moment. Et puis,